Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Alors ce matin Didier, comme d'habitude vous nous proposez votre dernier carnet de l'écho de l'été avant la rentrée et c'est la tech qui vous intéresse avec pour commencer forcément la messagerie Telegram. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, il faut se rendre à l'évidence, ces plateformes peuvent avoir plus de poids que des États quand on se fie à leur popularité et à leur utilisation. Donc sur le plan économique, il ne faut pas juste voir des sujets politiques, mais bien le poids pris par certains géants de la tech dans nos vies, mais surtout dans la vie économique mondiale. Alors depuis samedi dernier, avec l'arrestation de Pavel Durov, c'est le fondateur de la messagerie Telegram, ça s'est passé au Bourget, il y a eu de nombreuses réactions, marquant s'il en est, le succès de ce type de plateforme. Des États ont même réagi, des milliardaires aussi pour Pavel Durov. Alors c'est un Russe âgé de 39 ans et franco-russe. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de recherche français émis par la police judiciaire sur la base d'une enquête préliminaire. Il lui est notamment reproché l'absence de modération, de coopération, la configuration cryptée de Telegram qui rendent potentiellement complice de trafic de stupéfiants, d'infractions pédocriminelles, d'escroqueries. Le trentenaire a été placé en garde à vue, présenté à juge d'instruction. Et puis, on le sait depuis, il a été mis en examen, contrôle judiciaire, interdiction de sortie du territoire. Alors comment ce technophile a-t-il pu faire cet arrêt sans savoir ce qu'il risquait? Ça fait partie du mystère à ce jour de cette affaire. Sa personnalité, son parcours n'est pas banal. Oui, pas banal. Justement, qu'est-ce qu'on sait de lui finalement, de Pavel Durov? Alors un génie de l'informatique, un communicant, les deux à la fois. Sa personnalité reste complexe. Son aventure démarre avec son frère quand en 2006, il lance une copie, on pourrait dire, de Facebook baptisée Vankat. Alors je ne vais pas vous donner l'écriture en russe, mais ça se dit Contact. Succès immédiat en Russie devant Facebook et Contact devient vite un forum de contestation contre le régime de Vladimir Poutine et le fameux FSB demande donc à Durov de fermer ses groupes de discussion politique. Il refuse, il quitte finalement son poste et c'est justement pour développer le nouveau projet Telegram s'inspirant là des messageries WhatsApp avec des échanges cryptés. Dès lors, la messagerie va être utilisée à la fois par l'opposition russe, la presse indépendante, ça va jouer un rôle dans les printemps arabes, les mercenaires de Wagner plus tard, ou pour partager des discussions confidentielles dans presque tous les mouvements politiques et gouvernements du globe. Les groupes terroristes l'utilisent aussi, mais le gouvernement russe pour sa propagande depuis sa guerre contre l'Ukraine, terroristes, trafiquants, dictateurs, militants des droits de l'homme. Pour Pavel Durov, tout le monde peut utiliser sa messagerie, jamais il ne partagera les conversations, c'est ce qu'il a dit, ultra crypté avec les autorités. Cette sécurité garantit le business model de Telegram qui compte 700 millions de membres en 2024 avec des convictions libertariennes qui rejoignent celles de l'américain Elon Musk. Alors Pavel Durov, lui, collectionne les nationalités russes, émiratis, c'est le siège social d'ailleurs de sa société française. Il voyage comme il veut en Europe parce qu'il a un passeport qui nous vient de Saint-Christophe et Niévès. Eh bien, c'est dans les Caraïbes, au nord-ouest de la Guadeloupe, une petite île sympathique. Et c'est un dossier à suivre, bien entendu, car derrière, il s'agit ni plus ni moins de notre sécurité et de géopolitique mondiale. Forcément. C'est un juge, mais cette fois-ci aux États-Unis, qui a permis des révélations concernant les investisseurs qui ont aidé Elon Musk à reprendre Twitter. Oui, là aussi, c'est intéressant. Et ce juge fédéral a ordonné mardi dernier à Elon Musk de dévoiler cette liste des actionnaires impliqués dans X désormais, donnant au public un aperçu officiel des investisseurs qui ont aidé son achat de 44 milliards de dollars pour cette plateforme de médias sociaux, précédemment connue sous le nom de Twitter. C'était en octobre 2022. Alors on trouve des actionnaires, j'ai envie de dire classiques, des investisseurs du capital risque américain, des entrepreneurs de la Silicon Valley. Il y a pratiquement 100 entités différentes contre participation dans X, même s'il y en a qui représentent des fonds différents mais qui sont contrôlés par la même entreprise. C'est en tout cas ce qu'avait souligné le média américain CNBC. Et parmi les investisseurs, il y a Andreessen Horowitz, le prince saoudien Al-Walid bin Talal et l'ancien fondateur de Twitter, et 8VC, une société de capital risque cofondée par Joe Londell, qui est simplement le cofondateur de la plateforme Palantir. Ouais, cette société 8VC qui a suscité d'ailleurs de nombreux commentaires dans la presse financière. Oui, car quand une société liée au fils d'oligarques russes s'est avérée figurer parmi les actionnaires de la plateforme de médias sociaux, donc X, d'Elon Musk, eh bien, ça a soulevé des questions sur l'influence de Moscou sur le secteur de la tech américaine. C'est le magazine Forbes notamment qui indique que 8VC serait lié au fils des oligarques russes Petr Olegovitch, Aven et Vadim Vodovitch. Jack Vodovitch a commencé à travailler chez 8VC en 2018 et Denis Aven en 2022. Ils ont même été soumis à des sanctions occidentales en raison de leur lien avec l'élite politique russe. Et selon Forbes, eh bien, 8VC investit aussi dans les entreprises qui exécutent des contrats pour le ministère américain de la Défense ou l'OTAN. Et le fondateur, lui, a déclaré que ses liens familiaux ne les empêchent pas de participer à des entreprises occidentales, mais ça suscite vraiment beaucoup de questions sur
les investisseurs de la tech. D'ailleurs, Didier, les 13 milliards de dollars empruntés par Elon Musk pour acheter Twitter, c'est considéré comme la pire opération de financement pour les banques depuis la crise financière de 2008. Oui, alors je connais les difficultés de nos TPE et PME françaises pour trouver des financements dans le nouveau contexte de taux d'intérêt. J'ai eu l'occasion d'en parler ici à plusieurs reprises. Lui, en tout cas, il s'est bien débrouillé. Il a trouvé 7 banques impliquées dans l'opération. Morgan Stanley, Bank of America. Alors, en général, ces banques, elles vendent rapidement la dette à d'autres investisseurs pour les retirer de leur bilan. Et ce coup-ci, on pourrait dire patatras, les banques n'ont pas pu se débarrasser de leur dette sans subir de lourdes pertes. En grande partie à cause des faibles résultats financiers de X, ce qui a laissé en fait ces prêts bloqués dans les bilans des banques ou suspendus, comme on dit dans le jargon du secteur, avec à la clé de lourdes dépréciations. Alors selon le Wall Street Journal, les banques qui ont accepté de financer cette opération d'Elon Musk, que lui-même a même qualifié de surévaluée, ils l'ont fait en partie parce que l'attrait du pouvoir, pouvoir compter sur la personne la plus riche du monde était important pour pouvoir... ça, on peut pas l'ignorer. Alors selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. En 2024, ça s'applique encore. Pavel Durov, interrogé par la justice en France. Elon Musk, ses investisseurs russes. Mark Zuckerberg chez Meta, qui en ce moment est devant le Sénat américain. Ces patrons de la tech mettent tous en avant la liberté d'expression pour se défendre, celle qui leur permet d'empocher des milliards tranquillement, tout en diffusant des contenus pédocriminels, de laisser des terroristes œuvrer, des trafiquants de drogue développer leur business et j'en passe, mais sans jamais vouloir être responsable de ce qui s'y passe. Ça fait longtemps que ça dure. Les tensions géopolitiques actuelles montrent que les États commencent à se réveiller. Ils doivent agir. La tech ne doit pas être au-dessus des lois. Elle est déjà au-dessus des États vu son poids et son audience. Que vous soyez pauvre ou milliardaire, la justice s'applique à tous. C'est bien dit. Comme vous le dites, la tech n'est pas au-dessus des lois. Les carnets de l'école été signé Didier Testo. À réécouter bien sûr un podcast sur sudradio.fr. Merci beaucoup Didier. Merci. Au week-end prochain. Merci.